Que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en parler tout au long de cette émission, mais l'information, elle est fiable et vérifiée. La ville est donc tombée sous le contrôle du M23. Le gouvernement l'a ouvertement reconnu et appelle justement les habitants à la vigilance sur le terrain. Le M23 donc parade tranquillement dans les rues. Nous aurons l'occasion justement de parcourir les implications de cette prise, la prise d'une localité hautement stratégique. On parle bien sûr du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Quel avenir notamment pour les localités qui, entre autres, connaissent jusqu'ici un fragile équilibre sécuritaire, alors que sur le terrain, le gouvernement congolais tente également de renforcer son dispositif sécuritaire. D'autres questions également nous traversent l'esprit. Quel avenir pour le processus de Luanda au moment où l'Angola a appelé à un cessez-le-feu immédiat? Les Nations Unies, la MONUSCO, la France, bref, la communauté dite internationale est plus que jamais à l'œuvre pour trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Nous tenterons bien sûr d'en parler ce soir aux côtés de nos invités. Nous reviendrons en deuxième partie sur la sortie officielle de la CEDEAO, parlant justement des pays de l'AES, des réunions ministérielles, on le rappelle, se tiennent depuis ce 26 janvier 2025 du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de définir les modalités de sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sylvain de Bogou, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à toute l'Afrique. Et merci pour l'invitation de ce soir. Voilà. Patient Parfendom, vous êtes également avec nous. Bonsoir, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguenin. Le prince de Matombe, bonsoir à mon ami et cher frère Sylvain de Bogou depuis Londres. Toujours un grand plaisir de partager ce fabuleux plateau avec lui. Bonsoir à toute la grande galaxie panafricaine. Une pensée profonde pour le peuple congolais, mais surtout les populations de la ville de Goma qui sont dans l'expectative pour voir ce qui va arriver, ce qui risque de leur tomber dessus. J'espère tout simplement que chaque parti sera raison gardée pour préserver la vie des populations et, une fois de plus, aller vers des discussions et des négociations pour mettre fin à cette absurdité qu'est cette guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci pour cette invitation. Une guerre qui fait rage, visiblement, au regard justement des derniers développements du côté de la République démocratique du Congo. Hier encore, on parlait de l'incertitude de ce climat qui régnait d'ailleurs de ce côté. Ce lundi 27 janvier, c'est officiel, la ville est tombée sous le contrôle du M23. Au regard de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, marquée justement par la présence de l'armée rwandaise, selon le porte-parole du gouvernement, ministre congolais de la communication. Il dit ceci: nous tenons à rassurer la population que dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard justement des intentions manifestes du Rwanda. Nous recommandons à la population de Goma de suivre les dispositions suivantes: rester à l'abri, c'est-à-dire à la maison, s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage, barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. Nous appelons tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser en soutien à nos compatriotes du Nord Kivu, à nos forces armées de la République démocratique du Congo et au commandement suprême. Nous sommes tous gardiens de notre territoire. Aucun centimètre ne sera cédé. Mais sur le terrain, les réalités sont plutôt différentes. Sylvain de Bogou, nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure Patrick Mouyaya, mais que vous inspire déjà ce climat de tension de plus en plus exacerbé par ces affrontements ces dernières heures entre le M23 et les FARDC, la ville de Goma qui est tombée sous le contrôle du groupe rebelle. Sylvain de Bogou, qu'est-ce que cela vous inspire? Je dirais que je suis sous le coup d'une colère qui en même temps aboutit à une nausée contre le gouvernement congolais. Parce que le président Tshisekedi sait très bien ce qui se passe dans cette zone avant qu'il arrive au pouvoir.
Et donc, lorsqu'on arrive au pouvoir, on fait de cela la priorité de son, en tout cas de son gouvernement ou bien de son règne. Ce n'est pas un premier mandat. Et tout récemment, il a parlé il a refusé, il a dit pas de discussion avec le M23 et que ce serait franchi la ligne rouge. Alors pour nous, pour sortir de cette façon-là, on sait sur quoi on est assis, on sait sur quoi on compte, on sait qu'on a sécurisé la zone parce qu'il est vraiment incompréhensible. Incompréhensible, je répète, que le M23, soutenu par le Rwanda, c'est-à-dire ce petit point d'interrogation dans le Congo qui est un fleuve, il est vraiment incompréhensible qu'on laisse cette population congolaise être assassinée devant soi. C'est vraiment inadmissible. Le président Tshisekedi, depuis son arrivée au pouvoir, fait effectuer des voyages. Nous avions pensé qu'il voyageait pour vraiment parler de la sécurité du Congo. Et il sait très bien, le Congo est toujours, en tout cas dans le champ des tirs des Occidentaux qui soutiennent mordicus le Rwanda pour voler tout ce qui est matière première dans cette zone. Il connaît, en tout cas, cette position stratégique du Kivu en général et de Goma en particulier. Alors pourquoi diantre le président Tshisekedi ne fait rien? Alors pour moi, ma première sortie, c'est que je suis vraiment sidéré, je suis extrêmement dans une colère qui, ma foi, est dirigée vers le président Tshisekedi et son gouvernement qui se perdent dans le verbe seulement. Nous voulons des actions pour repousser cette armée ou bien ces assassins qui sont même installés à l'intérieur de Kivu et de Goma. Ce sont des Rwandais qui sont mélangés à la population. On connaît leurs pratiques. Donc on ne peut pas demander aujourd'hui à une population d'être vigilante. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils rentrent dans les maisons pour assassiner. Nous avons vu comment cette zone a été toujours martyrisée. Alors je dis, c'est incompréhensible, je me répète. Le président Tshisekedi, soit il fait un deal pour rester au pouvoir. Mais le président a affiché à plusieurs reprises, Sylvain, sa volonté à résoudre justement cette crise sécuritaire. Et il a toujours une position figée sur le fait qu'un gouvernement normal ne peut sous aucun prétexte négocier avec un groupe armé terroriste. Ça, c'est la position officielle du président Félix Tshisekedi. De l'autre côté, il y a cette médiation qui a été d'ailleurs mise sur pied par l'Union africaine, le président Joao Lorenzo, chargé justement de jouer le rôle de facilitateur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les négociations sont au point mort pratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation, on peut se dire clairement, Sylvain, que cette médiation pratiquement n'a plus d'avenir et qu'on se dirige vers une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda, au regard de ces derniers développements? Oui, cette médiation qui la prend en compte, personne. D'abord, l'organisation appelée Union africaine, elle n'a pas de dents, elle n'a rien, elle n'a pas de moyens. En tout cas, une organisation qui est financée de l'extérieur, c'est une organisation qui n'est pas solide, qui n'a pas de racines. Donc, tout ce qu'elle va entreprendre est voué à l'échec. C'est vraiment voué à l'échec. L'Occident ne respecte pas la vie de cette organisation parce qu'ils savent combien de fois elle est dans leurs mains. C'est leur chose, dans son état actuel que nous voyons. L'Union africaine produit des tests, on envoie des personnalités pour parler, mais après les rencontres, Paul Kagame, qui a le soutien de l'Occident, les Anglais, les Américains, les Français et autres,
où il déverse les richesses du Congo, ne s'occupe pas de ce qui a été dit ou bien signé dans les officines, dans les bureaux. Il continue sa chevauchée. Il veut agrandir, en tout cas son pays. Et rappelons-nous, Sarkozy l'a dit, et si on coupe une partie au Congo pour augmenter le Rwanda, il y aura plus de guerre. Voici l'intention derrière toute cette guerre que le M23 et Paul Kagame mènent contre les populations désarmées du Congo. Et le président Tshisekedi devra comprendre cela. Ces rencontres est en tout cas une perte de temps. C'est pour embobiner la population, c'est pour vraiment jeter de la poudre aux yeux de la population congolaise. Donc le président Tshisekedi, qui a ses services de renseignement, devait être sur le qui-vive et vraiment sécuriser cette zone. Il n'y a pas de dialogue dans cette zone. C'est faire gagner du terrain à Paul Kagame et à son armée, qui est le M23, ou lui-même, en tant qu'opposant au président d'alors du Rwanda, où lui-même il a exercé. Donc on ne peut pas se fier à un homme qui vous attaque à chaque fois et dit la zone là, elle est bien sécurisée. Il faut que le président Tshisekedi et son gouvernement se lèvent, prennent leurs responsabilités devant la population congolaise à laquelle ils doivent tous les soins, la protection, l'éducation et en même temps la nourriture. Parce que cette zone, ou bien tout le Congo, perd des hommes, ce sont des centaines de milliers, malgré la présence de l'ONU et des autres forces. Au contraire, l'ONU facilite le passage de ce M23. Ils n'ont pas d'armée, ils vont assister au massacre. Et après, c'est pour produire, en tout cas, des tests qui ne font pas avancer les choses. On a vu ce prix Nobel, Dr Mukwege, qui a fait un discours devant tout le monde entier. Mais depuis, ce discours est resté dans les tiroirs. Ce discours n'a pas été suivi par des actions de la part de ce qu'on appelle, en tout cas, la communauté internationale. Donc, c'est au président Tshisekedi de prendre ses responsabilités devant la population congolaise qui est en train d'être décimée chaque jour. Là, on nous montre aujourd'hui comment, demain, qu'est-ce qu'on va nous montrer et qu'est-ce que ces populations vivent de façon quotidienne. C'est cela. C'est parce que ça, c'est à une grande échelle que nous voyons. Sinon, chaque jour, ces gens sont martyrisés, ils sont chassés de chez eux. C'est ce qui est clair. Donc le président Tshisekedi et son gouvernement doivent arrêter de nous nourrir avec des discours. Nous voulons des actes, nous voulons des actions pour que la paix revienne. Le Congo est un grenier pour toute l'Afrique. C'est pour cela que nous devons nous battre pour libérer ce pays. Milieu d'après-midi de ce lundi 27 janvier 2025, la situation était toujours tendue dans la ville de Goma suite justement à cette détonation d'armes lourdes et légères qui sèment notamment la panique au sein de la population. Rapportent justement nos confrères d'actualité CD, les habitants restent terrés à la maison alors que la rébellion du M23 a fait son entrée justement, et ce grâce à l'appui de l'armée rwandaise, a confirmé notamment le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Des tirs de bombes ont touché la ville rwandaise de Gisenyi à l'est de Goma. Selon l'armée rwandaise, 5 personnes ont été tuées. 2 bombes ont frappé le quartier de Bugangari à Rubavu, blessant notamment 15, du moins une dizaine de civils. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a qualifié ces incidents de menaces sérieuses pour la sécurité et l'intégrité territoriale du pays, tout en affirmant la nécessité pour Kigali de maintenir une posture défensive. Alors, vers quoi on se dirige? Il y a la prise de Goma d'un côté, patient par fin d'homme, assumée. D'ailleurs, on a eu en milieu de semaine le communiqué justement du mouvement de Corneille Nangaa que vous connaissez, entre autres, patient par fin d'homme. Dans la foulée, on annonce également des tirs, du moins des bombardements dans la ville rwandaise de Gisenyi, à l'est notamment de Goma. Le ministère rwandais qui réagit et qui dit qu'il adoptera une posture défensive. En face,
On a des accusations de Kinshasa qui soutient une fois de plus que c'est le Rwanda qui a fait son entrée à Goma, aux côtés des rebelles du M23, Patient Parfendum. Une fois de plus, je dis que nous sommes en plein dans l'absurdité, c'est-à-dire que des frères africains, au moment où le monde s'éveille, au moment où le monde, dans d'autres sphères de cette planète, est en train de s'organiser pour défendre les intérêts, n'est-ce pas, des gens dont certains États dans le monde sont censés défendre. En Afrique, nous sommes encore dans des perspectives qui sont chrysogènes, n'est-ce pas, et qui vont aboutir mécaniquement à la mort des milliers d'Africains inutilement, sans qu'on ne puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Je suis toujours l'apôtre de la négociation et du dialogue. J'espère que par la négociation et le dialogue, on peut éviter des situations qui peuvent nous entraîner vers le pire. Malheureusement, certains de nos dirigeants ne le comprennent pas. C'est comme ça que je n'avais pas, par exemple, compris pourquoi le président Tshisekedi, en termes comme un grand gentleman, aurait dit, OK, si le M23 veut discuter, qu'il vienne dans la table de discussion. Mais est-ce qu'on négocie avec des terroristes, Patient Parfendom? C'est vous qui les appelez des terroristes, les M23. Pas moi. La posture du gouvernement, elle est claire là-dessus. Oui, mais le gouvernement ce sont des terroristes. Non, selon le gouvernement le congolais. M23. Selon le gouvernement congolais, ce sont des terroristes. Voilà. Et on ne négocie pas avec des terroristes. Oui, selon la frange de l'opposition dirigée par M. Corneille Nangaa, qui n'est pas n'importe qui était quand même le président de la CENI, qui a porté M. Tshisekedi au pouvoir. Le M23, c'est des Congolais. Vous voyez comment c'est complexe. Donc, il ne suffit pas d'entendre un gouvernement dire une chose pour que cette chose-là soit vraie. Deuxièmement, j'ai vu les images que vous montrez. Pour vous, on aurait dû négocier avec le M23 avant peut-être de revenir sur les images. Les morts inutiles. À quoi ça sert de tuer les gens? Là, maintenant, ça risque de déboucher sur une déflagration majeure qui risque de ne pas seulement opposer la RDC avec le Rwanda. Attention, je veux dire que cette zone-là, c'est une véritable poudrière qui est prête à exploser à tout moment. Les images que vous avez montrées, elles sont évocateurs. Moi, je les ai bien regardées. J'ai bien peur qu'elles ne soient pas les images de la prise de Goma de ce matin. Parce que je donne l'information, tout le monde peut aller dans les réseaux sociaux, taper prise de Goma. Vous allez voir les images de ce M23 entrant à Goma, souvent sous les youyous des populations de Goma. Mais comment vous expliquez cette complexité? C'est à vous que je peux retourner la question. Comment vous expliquez cette complexité? Parce que nous avons, Patient Parfendom, nous avons d'un côté certains qui, entre autres, saluent, comme vous le dites, ce retour, qualifiant justement l'entrée du M23 comme étant une libération. Vis-à-vis des forces armées congolaises. On ne comprend pas pourquoi. Alors que de l'autre, on condamne cette action, Patient Parfendom. Les gens qui condamnent cette action, je les comprends, ils sont dans leur rôle. Si vous êtes Premier ministre, vous n'allez pas commencer à tenir notre discours que celui que tient le Premier ministre congolais actuellement. C'est tout à fait... Même au sein de la population, Patient Parfendom, les habitants de Goma, la plupart d'entre eux, certains d'entre eux d'ailleurs, condamnent cette action et se sont plutôt jusqu'ici montrés favorables au renforcement du dispositif militaire pour que la République démocratique du Congo se défende face à cette agression. Oui, mais j'aurais été content de voir la même attitude avec l'entrée de M23 d'Agoma aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Les gens peuvent aller sur le net. Je pense que nous aurons quelques-unes. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Le temps pour la réalisation, justement, de balancer certaines quand même qu'il y a un problème. Vidéos à l'antenne. Ça veut dire qu'il y a un problème plus profond que le problème, c'est-à-dire que la présentation superficielle, n'est-ce pas, de ce conflit au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est facile de faire porter le chapeau à Kagame, les Rwandais. J'ai écouté mon ami Sylvain de Bogou, je vais bien, mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont de manière naturelle, que dans leur ADN, de manière consubstantielle, parce qu'ils s'appellent Rwandais, soient des criminels. Non, c'est pas vrai. Donc, il y a des problèmes plus profonds que cela. Il y a des élites congolaises qui sont certainement de mèche avec le M23. Ce n'est pas soutenu de M23. Il y a certaines opinions à l'intérieur du Congo qui estiment que les élites, n'est-ce pas, de Kinshasa, pillent le pays et ne font pas une meilleure distribution des richesses du Congo sur l'ensemble du territoire national. Là encore, j'ai vu ça aujourd'hui et je me suis dit, je vais quand même donner cette information pour dire aux gens qu'il n'y a pas que l'Est de la République démocratique du Congo qui risque de s'embraser.
Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On nous apprend, là c'est Sputnik, hein, Oui. qui nous apprend que pour l'année 2024, la RDC frôle des exportations au record de cobalt en 2024. Selon le ministère des Mines, durant les 9 premiers mois de 2024, le pays a exporté 145 452 tonnes de ce métal rare. Oui. Et je vais citer les groupes qui sont les principaux bénéficiaires. Il y a les Chinois, le CMOC, et il y a le groupe Glencore, Glencore encore, Oui. etc., etc. Cet argent-là, tout ça va. Allez voir ce qui se passe à Kinshasa. Même en plein cœur de la capitale congolaise, la plus grande ville bantou du monde. Regardez le niveau de misère des Congolais. Pourquoi? Donc, pour vous, c'est ce qui est à l'origine de... Il y a des causes immédiates, il y a des causes profondes, il y a des alliances bizarres. Mais il y a même des gens qui sont dans le pouvoir à Kinshasa qui sont d'accord avec ce qui se passe à Goma. Il y a des images qui célèbrent l'entrée de M23 à Goma. Donc, moi, je pense sincèrement que la seule façon de régler ces problèmes, c'est par le dialogue, c'est par la négociation. Et il fallait que tout le monde aille en Angola, autour de Joao Lorenzo, le président angolais, M23 compris, même s'il faut que ce soit des... Mais ce n'est pas faux d'avoir essayé, patient parfum d'homme. Toutes les parties prenantes. Le président Joao Lorenzo essaie jusqu'ici de jouer sa partition. Il convoque tout le monde. Parfois, certains se rendent à Luanda, on trouve un terrain d'entente, mais sur le terrain, on n'arrive pas à implémenter toutes les résolutions qui sont prises. À plusieurs reprises, d'ailleurs, ils ont conclu des accords de cessez-le-feu, mais qui n'ont jamais été implantés. Patient parfum d'homme. Oui, mais parce que l'accord, c'est une chose. Oui. L'accord, c'est une chose. Le contrôle ou bien la surveillance de cet accord, c'est une autre chose. Il y a aussi la question comment dire ça, de la bonne volonté, non, de la crédibilité des différents acteurs signataires de cet accord. Je crois qu'au niveau du Congo, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de telle manière qu'il n'y a pas une espèce de consensus républicain au sein du Congo pour que quand on signe un accord, on ait l'impression que cet accord-là va tenir sur la durée. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas que le M23. Quand on va, dans le Bandoudou, les Maïmaï, les Nkamuna Sapou, il y a plein de groupes rebelles au Congo et chacun, en fonction de la densité ou bien de l'intensité souvent des combats, on en parle beaucoup ou bien on en parle moins. Bref, le Congo est devenu un véritable géant au pied d'argile parce que les politiques qui dirigent le Congo n'ont pas pris la mesure de ce que représente le Congo, non seulement pour les Congolais, mais pour toute l'Afrique en général. Et finalement, ça crée ce chaos, cette espèce de chien-lit permanent qui font que les pauvres populations sont exploitées et ne trouvent pas leur compte dans ce qui est en train d'être présenté comme une obligation au patriotisme sur le fallacieux prétexte qu'il faut défendre le pouvoir de Kinshasa. Donc faisons attention. Et c'est l'arrivée du M23 était la solution, patient parfum d'homme, même si vous appelez aux négociations aujourd'hui. Et que dire de la responsabilité du Rwanda? Peu importe ce que nous dirons, on ne peut pas ne pas reconnaître la responsabilité du Rwanda dans tout ce qui se passe, patient parfum d'homme. C'est vrai que vous avez relevé, entre autres, l'implication de certains, du moins de hauts dignitaires du régime Tshisekedi, de certains officiers de l'armée congolaise, entre autres, dans ce pillage en question. Mais que dire de la responsabilité du Rwanda, qui est à plusieurs reprises remise sur la table, pas seulement par Kinshasa. Oui, mais quand vous avez un pays comme le Rwanda, qui a participé à la chute du dictateur Mobutu, qui a même tenté de placer ses pions à l'intérieur de l'équipe dirigeante du Congo sur Kabila Père, qui s'attendait quand même à un retour d'ascenseur plus ou moins, et qui était à l'étroit, parce que le Rwanda, je ne sais pas, il faut qu'on nous montre une carte. C'est tout petit comme ça par rapport au Congo. C'est tout petit comme ça par rapport au Congo. Quel qu'en soit le soutien que pourraient lui donner les Occidentaux, comme on entendu, même si ces derniers jours, on sait pertinemment que, par exemple, l'Union européenne a condamné le Rwanda et n'a parlé par quatre chemins pour dire que le Rwanda est partie prenante aux côtés de M23 pour déstabiliser le Congo.
Bon, ça aussi, vous voyez comment c'est bizarre, tout ça là. Que maintenant l'Union européenne est de côté de Kinshasa et s'attaque au Rwanda. C'est tellement confus qu'on ne comprend rien là-dedans. Mais plus grave, il y a des populations rwandophones qui ont migré dans cette zone de Congo. Ça fait des centaines d'années. Quand je le dis, les gens tentent de le nier. Mais allez consulter, n'est-ce pas, les manuels d'histoire et d'ethnographie, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité que je suis en train de dire. Et pour certains, le fait d'exploiter cette zone qui est très riche, oui, sans qu'une partie de l'exploitation de la zone ne revienne aux populations locales, a commencé à poser problème. Et leurs frères qui sont au pouvoir de l'autre côté leur ont dit, mais les gars qui pillent là-bas, qui vous font travailler là-bas comme des esclaves, ils viennent revendre le même produit ici chez nous et nous on le vend sur le marché international. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la responsabilité, vous aussi, de taper la main sur une partie de ces richesses? Voilà comment, je caricature, hein, oui. Je n'étais pas là quand ça se disait, mais je réfléchis en me disant, voilà comment, à un moment donné, certains élites peuvent se dire, mais si on prend l'exemple, on peut imposer un nouveau rapport de force pour que nous aussi et nos populations puissent bénéficier de cette manne-là. Donc voilà comment les choses s'emballent souvent en Afrique. Et on a beau continuer de dire c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, ça ne règle pas le point de fond. Oui. Malheureusement, une fois de plus. Mais même si la responsabilité du Rwanda y est quand même pour quelque chose, patient par d'homme. L'implication du Rwanda, je vais dire. Oui, l'implication du Rwanda sera toujours pour quelque chose. Parce que nous sommes dans des lignes de fractures en termes qui constituent nos frontières aujourd'hui, qui ne tiennent pas compte de certaines réalités à la fois sociologiques, culturelles et anthropologiques. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire si maintenant je prends une image idiote, quelqu'un vient du côté de la mer et commence à tuer, par exemple, les femmes du Gabon. Tu penses que le Cameroun va rester indifférent? Ça va être très compliqué. La même chose. Si quelqu'un vient et commence à tuer les femmes de Guinée équatoriale, le Cameroun ne peut pas rester indifférent très longtemps. Donc, c'est surtout quand, voilà la carte, surtout quand ce sont des populations qui ont des trucs tellement imbriqués, des cultures, On voit votre tout petit Rwanda quelque part là. Mais là, je crois qu'on a mis à grandir légèrement le Rwanda. Parce que quand on voit... donc c'est vraiment... c'est terrible, mais ce qu'on peut retenir en fin de compte, M. Ngene, c'est la vacuité de leadership politique à Kinshasa. Parce que vous ne pouvez expliquer ça à personne si vous dites que c'est le Rwanda qui est derrière. Vous êtes à la tête d'un pays de plus de 130 millions d'habitants, aussi riche que le Congo. Et c'est un tout petit Rwanda comme ça, qui peut vous menacer au point, comme vous le dites, de prendre une ville, de battre votre armée. Maintenant, j'entends qu'on renforce d'autres villes. Mais on n'a pas pu renforcer Goma. Pourquoi? Donc, je crois que Goma a été renforcé et quand même tombé, malgré le renforcement de ce dispositif sécuritaire. Le leadership au niveau, comme Sylvain de Bougou le disait, il n'est pas son premier mandat. Le leadership au niveau de Kinshasa pose quand même problème. Alors, Sylvain, faut-il remettre en cause justement ce leadership côté congolais? Quelle est la solution? Ça, c'est le deuxième volet de la question. Faut-il privilégier justement les négociations aujourd'hui? Le gouvernement congolais doit-il revenir sur sa position en privilégiant justement le dialogue? Peu importe avec qui, peu importe l'interlocuteur en face, que ce soit Paul Kagame ou encore le M23, Sylvain. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre selon les informations, selon les images. Le M23 est déjà dans le Congo, à Goma. Les populations sont en train de fuir. Alors, il faut sécuriser cette zone. Comme ils l'ont dit, ils ont augmenté, en tout cas, le dispositif sécuritaire. Mais nous ne voyons rien en cela. Nous ne voyons rien en cela. Et lui-même, le président Tshisekedi, a parlé de lignes rouges qui ne pouvaient pas vraiment franchir en discutant avec le M23, qu'il a toujours qualifié de groupe rebelle ou bien de terroristes. Pour nous, c'est le moment de démontrer, d'accompagner sa parole par des actes, même s'il faut discuter, parce que qui va aujourd'hui initier une discussion au moment où les populations sont en train de fuir? Pourtant, il y a eu des dizaines et des dizaines de rencontres pour ne pas qu'on arrive à ce point-là. Alors, il faut qu'il nous prouve
que le gouvernement Tshisekedi nous prouve qu'ils ne sont pas venus au pouvoir pour visiter les capitales occidentales et pour aller faire des achats dans les grandes rues parisiennes ou bien londoniennes ou bien new-yorkaises, mais que sur place, il y a une population qui les regarde, une population à laquelle ils doivent donner la sécurité pour que cette population se prenne en compte. Donc pour nous, les négociations, d'accord, mais aujourd'hui, ce qui se passe avec cette poussée, moi je ne peux pas écarter le M23 du Rwanda, même si le Rwanda est petit, mais avec cette poussée donc, du Rwanda, le Rwanda veut être en position de force lorsqu'il s'agit, si jamais on arrive à des discussions réelles. Le Rwanda veut être en position de force dans toute confrontation. C'est ce genre de choses qui se passe. On voyait le cas entre l'Ukraine et la Russie. C'est pourquoi l'Occident poussait toujours l'Ukraine pour que l'Ukraine soit en position de force lors des discussions. Donc c'est la même chose qui se passe. C'est le même dessin, c'est le même calcul derrière toutes les guerres, toutes les agressions. On se bat pour avoir du terrain, on se bat pour arriver dans un office où on parle de discussion, on reçoit la personne à laquelle on demande pardon. Nous avons vu cela en Côte d'Ivoire, après des centaines de rencontres avec le pouvoir Gbagbo et les agresseurs de Alassane Dramane Ouattara et Soro Guillaume, on a vu qu'au dernier moment, ils ont toujours poussé, malgré les négociations. Donc pour nous, c'est à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. On va vraiment le souligner à plusieurs traits rouges. Il faut qu'il prenne ses responsabilités parce qu'à tout moment, on va parler de négociations. Ce sont des pays qui cohabitent. Donc, on va parler de négociations pour calmer le jeu, pour instaurer la paix. Mais en même temps, il faut qu'il rassure sa population et tout le Congo et même tous les pays des Grands Lacs que réellement le Congo est en possession de son territoire et non se perd seulement dans les discours que, en tout cas, qui nous font dormir finalement. Nous voulons bien sûr la discussion, mais d'abord la sécurité de cette zone-là. Sinon, au moment de la discussion, il sera lésé. Voilà. Goma est donc tombé sous le contrôle du M23. On annonce une dizaine de personnes tuées dans la ville rwandaise de Gisenyi, touchées justement par des bombes. C'était la riposte des forces armées de la République démocratique du Congo. Et pour rassurer tout le monde, il fallait bien que le gouvernement congolais réagisse. Ceci par le biais de son porte-parole, par ailleurs ministre congolais de la communication. Écoutons Patrick Mouyaya. Qui a eu entrée de l'armée rwandaise et vous en connaissez les intentions. Hier déjà, des bombes sont tombées sur des camps des déplacés. Il y a une intention manifeste de commettre un carnage et des pertes en vies humaines dans la ville de Goma. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous recevons des images catastrophiques de bombes qui tombent dans des hôpitaux et donc c'est des crimes de guerre qui continuent de se perpétrer. Depuis hier, autour du président de la République, nous avons reçu comme gouvernement des instructions claires pour travailler à préserver les vies humaines et à éviter les carnages. C'est pourquoi nous recommandons à nos compatriotes, principalement ceux qui sont dans la ville de Goma, de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage et de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. Et donc, nous appelons dès ces fêtes tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser en soutien et en solidarité à nos compatriotes du Nord Kivu, principalement de Goma, ces jours, et à rester soudés derrière le commandant suprême et nos forces armées pour que nous puissions tous, comme gardiens de notre territoire, s'assurer que nous le protégeons à toute preuve. Monsieur le ministre, la situation est donc, on peut le dire même si vous ne le dites pas, au combat.
Alors, nous allons afficher les codes d'accès car nous irons au standard plutôt que prévu et permettre justement aux téléspectateurs de réagir sur cette crise en question qui s'enlise. Mais 3 mesures prises quand même par le gouvernement congolais jusqu'ici, patient parfum d'homme, rester à l'abri, rester à la maison, selon le porte-parole du gouvernement, s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage, barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. Comment peut-on, dans un contexte pareil, où on célèbre l'entrée du M23, barrer la route à cette propagande en question, patient parfum d'homme? Deuxième volet de ma question, comment peut-on s'abstenir de commettre des actes de vandalisme alors qu'ils ont déjà été commis? Des pillages ont été enregistrés durant la journée du 27 janvier 2025. Et tenez-vous tranquille, un peu plus de 4400 prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Munzenze. Ça ne présage rien de bon, patient parfum d'homme. C'est pas pour alarmer encore un peu plus le peuple congolais, encore moins les habitants de Goma, mais la situation devient de plus en plus critique tout de même. Non, mais on peut tout simplement constater que la parole du Premier ministre n'a pas, n'est-ce pas, d'empreinte au sein des populations de Goma. Puisque les pillages ont eu lieu, les populations sont dehors. Vous dites qu'il y a des prisons qui ont été incendiées, certains détenus qui se sont évadés. Voilà, il y a même des casques bleus qui ont presque fui. Il y a même des mercenaires romains, selon nos informations, qui essaient, dans ce qui combattaient du côté de l'armée d'ailleurs, républicaine, de se caser là où ils peuvent. Donc, il y a la situation humanitaire qui préoccupe également. C'est le chaos général du point de vue de retrait des troupes congolaises au niveau de Goma. Bon, l'aéroport, je ne sais pas s'il n'est pas encore tombé, mais aux dernières nouvelles, il n'était pas encore tombé. Je ne sais pas s'il est encore entre les mains des forces congolaises pour le moment, dont les populations, ce que vous voyez, le petit peuple, lui, bon, comme vous l'avez dit, il voit ces gens en libérateurs. Ça pose un problème. C'est-à-dire que quand on n'analyse pas suffisamment ces symboles, on va continuer à dire ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une fracture entre le Congo qui est dans l'opulence, cette élite qui est dans l'opulence, qui jouit de toutes les richesses, et le petit peuple qui ne comprend pas qu'eux aussi sont appelés Congolais alors qu'ils sont dans une misère, comme vous pouvez le prendre. Donc, il peut bien comprendre qu'à un moment donné, que ces gens, même à tort ou à raison, soient considérés comme des libérateurs pour eux. Donc, je pense que le Premier ministre a intérêt... Le porte-parole du gouvernement à mieux... le ministre congolais de la communication. Voilà, restructurer et retoquer son discours, parce que son discours est devenu complètement inaudible pour les populations. Mais comment le rendre audible, justement, dans un tel contexte? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement semble dépassé. On avait tout mis en œuvre pour que le M23 n'entre jamais dans Goma, patient parfum d'homme. Tout avait été mis en œuvre. Les patrouilles ont été multipliées dans la ville, des surveillances de proximité, mais la ville est quand même tombée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas. On a l'impression que le M23 était déjà... On a l'impression que le M23 était déjà dans Goma avant même... Mais bien sûr. L'offensive en question. Au-delà du fait qu'ils étaient déjà dans Goma, ils ont certainement une relation avec ces populations qui souffrent et qui n'attendaient que la venue de ce qu'ils appellent, entre guillemets, les libérateurs. Et j'ai bien peur que cette guerre-là ne s'arrête pas là. Bon, les tics sur l'autre côté du lac qui sont tombés dans Gisenyi, je crois. Oui, du côté du Rwanda. Je crois que le Rwanda doit quand même faire preuve de beaucoup de... Puisque le Rwanda semble également être sur une posture défensive, le ministre l'a affirmé. Le Rwanda va défendre ses positions, quoi qu'il en coûte, selon sa sortie. On a l'impression que là, on n'est pas très loin d'un affrontement, patient parfum d'homme, même si c'est le scénario que nous souhaitons éviter. Voilà. Un affrontement direct entre le Rwanda et la RDC. Il ne faut pas justement qu'on en aboutisse là, mais il faut interpeller vivement les élites congolaises. La chute de Goma est l'expression d'un désaveu des politiques qui sont menées au Congo depuis un certain temps. Le peuple ne fait plus de tout corps avec ses élites. Il faut que ces élites se ressaisissent et arrêtent de venir en politique pour s'enrichir de manière ostentatoire,
en étant incapable de résoudre les problèmes primaires dont toute population qui a, soi-disant, envoyé des gens au pouvoir s'attend en termes de retour d'ascenseur. Ça ne se voit pas beaucoup au Congo. On a beau prendre des mesures spectacles comme ceux de pouvoir condamner à mort les jeunes... les Koulouna. Les Koulouna, ces microbes qui écument Kinshasa, mais ce n'est que l'expression. Certains ont même fait des propositions estimant qu'on aurait pu les armer pour les envoyer au front. Oui, mais c'est des drogués, c'est compliqué. C'était des propositions un peu... farfelues, quoi. Ouais, farfelues. Oui, mais, parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est de mettre en place des conditions pour que, justement, au lieu d'avoir des Koulouna, qu'on ait plutôt des jeunes qui soient capables, à un moment donné, par sens de patriotisme, par sens des valeurs de la République, de prendre les armes pour aller défendre la patrie. Mais regarde, ce sont des gars qui sont complètement dépénaillés. Là, il n'y a plus rien du tout. S'il ne se shoote pas, il n'est rien, mais surtout, il a la misère qui a fini par formater son personnage et sa personnalité. C'est ça qui donne ce que nous voyons là. Je dis aux élites congolaises, comme à l'ensemble des élites africaines, parce que ce qui arrive à Goma, oui. Il y a des enseignements qu'il faudrait tirer. Ça peut arriver dans n'importe quel de nos pays où on a ce type de gouvernance qui ne fait pas la part belle à ceux pourquoi les populations les ont placés, c'est-à-dire résoudre les problèmes des populations, leur donner le bien-être, l'élévation du standard de vie des populations, surtout pour des populations et des pays aussi riches que les nôtres, où on voit que l'élite continue de vivre dans une insouciance hors norme, alors que les populations continuent de misérer. Et je vous rappelle, la ville de Goma, pour sortir doyen, c'est la perle. Goma est la perle de la région de Grand Lac. C'est une très, très, très belle ville. Et il faut être à Goma pour voir aussi les inégalités entre les happy few qui vivent vraiment dans un autre monde et les pauvres populations majoritaires qui croupissent dans la misère. Voilà. Voici ce que dit, avant d'aller au standard, le ministre congolais de la communication au regard de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise. Nous tenons à rassurer la population que dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue donc à travailler pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard justement des intentions manifestes du Rwanda. Alors, que vous inspire ce climat de tension en République démocratique du Congo? Nous allons également vous donner la parole. Je pense que nous avons un premier appelant au standard. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. René. Vraiment, je vais prendre ce que mon fils vient de parler. Oh, taisez-vous, allez derrière. Momo, allez derrière, vite. Voilà. Excusez-moi, je gronde un peu les enfants parce qu'ils sont en train de faire trop de bruit. Je vous dis clairement ce que mon fils vient de parler. C'est par là que je vais commencer. Parce que là, il a conclu en parlant de nos États, beaucoup de nos États. Ce genre de situation existe. Je prendrai mon pays, le Cameroun. Voyez ce que nos dirigeants sont en train de créer en invitant ou alors en convoquant nos différents responsables des défenseurs des droits de l'homme, dont les populations civiles. J'entends par là les avocats. C'est un grave problème qui peut créer un grand désordre chez nous. Donc, c'était juste une légère illustration, comme pour dire que ce homme a vraiment raison. Vous voyez le nord-ouest et le sud-ouest, par exemple, chez nous. Vous croyez qu'il s'agit de quoi? C'est cette élite, les militaires là, qui s'enrichissent et qui ne sont pas prêts à accepter que cette situation finisse et racontent n'importe quoi au président de la République. Nous allons finir cette guerre avec le ministre de l'Intérieur. Vous appelez après le ministre de l'Intérieur, ça veut dire MINAT. Nous allons finir la menace par-ci, la menace par-là. Monsieur Tshisekedi, pour revenir à Goma et tout ceci, je vais vous dire, Tshisekedi ne travaille que pour l'Occident. Tout ce qu'il raconte, un président de la République, c'est pour ça que j'apprécie chez nous un peu, parce qu'au moins, ils ont pu garder l'intégrité nationale chez nous, malgré ce comportement mercantile qu'ils ont de militaires. Nous, au gradé. Parce que je vais vous dire, je vais vous rapporter quelque chose. Il y a un jeune gars, un jeune militaire qui m'a dit, un jour, je vais séquestrer mon colonel. Je veux parler du bir de Kribi.
Il a dit, donnez-moi ma ration, sinon je vous abats. J'ai porté ce garçon dans ma voiture. Et il fuyait pour aller à Yaoundé rendre compte. Ce que je dis, les militaires à Yaoundé doivent le savoir. Il n'était pas là. Donc, il m'a démontré par A plus B que ces dirigeants sont à l'origine de tout ce qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest. Et qui ne veulent pas que ça finisse parce qu'ils s'embourgeoisent. C'est la même chose au Congo. Ces gens font tout pour que rien ne marche. Tshisekedi bavarde inutilement. Est-ce qu'un président, vous-même en tant que chef de famille, pouvez-vous accepter que votre père vous laisse quelque chose, un héritage, et que le voisin vienne le prendre sans que vous ne réagissez? Est-ce que vous êtes obligé de demander au voisin, pourquoi tu entres dans mon territoire? Non. Ce monsieur travaille pour l'Occident. Et il sait qu'il a des dividendes dans cette histoire-là. Les populations congolaises doivent se lever pour faire partie de ce garçon. Ce garçon n'est pas bon. Il n'est pas bon. Tshisekedi n'est pas bon pour son peuple. Personne ne peut accepter que mon père me laisse un héritage et que le voisin vienne me le prendre. Je reste les bras croisés et dis, si je te vois chez moi, alors qu'il est en train d'entrer déjà chez toi. Non, Tshisekedi n'est pas bon. Il faut que les populations se lèvent. Je comprends mon fils donc qui n'a pas envie d'être trop clair. Il maîtrise plein de choses et il comprend beaucoup de choses. Pour ne pas blesser les uns et les autres, il joue dans la médiation et que les uns lisent entre les lignes. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Tshisekedi n'est pas bon. Il faut le faire partir. Monsieur Kagame n'est pas seul. Les Chinois n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Même chez nous au Cameroun, vous croyez que les Chinois nous aiment? Réfléchissez un peu à ce qu'ils font. À Kribi, ils ont tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Ici, il y a des contrats où s'ils tuent quelqu'un, ils font quoi? Ça ne les regarde pas. J'ai dit, tous ces gens qui disent qu'ils viennent nous aider ne viennent pas nous aider. Moi, l'esprit panafricaniste est le meilleur esprit et que chaque pays se batte. Kagame, dont vous faites allusion, c'est normal. Pendant que cette guerre se passe, les Occidentaux lui versent beaucoup de l'argent et développent son pays. Quand les gens parlent, allez au Rwanda, voir comment le Rwanda est développé. Il se développe avec quoi? Avec les moyens du Congo. Avec les moyens du Congo. Légère interruption, le signal qui a été interrompu avec vous, je pense que nous allons quand même tout de même avancer, progresser et prendre un autre appelant. Quels enseignements faut-il tirer justement de la prise de Goma par les rebelles du M23? Le gouvernement, dans un communiqué, tente de rassurer à sa façon, invitant justement les Congolais à adopter une attitude responsable et à rester vigilants face à la détérioration du climat sécuritaire. Alors, êtes-vous convaincu justement par cette communication du gouvernement que peut faire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Allô? Oui, bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir et bienvenue, vous êtes en ligne, vous êtes en direct, allez-y. J'espère que vous... Oui, bonsoir Baudelaire Nguéné, je suis Frédéric Maston. Bonsoir à la communauté For You Media. Parlant de la situation à Goma, en RDC, je voudrais faire un petit rappel historique pour un peu situer le problème auquel fait face, ou alors auquel devrait faire face le président Tshisekedi. Il nous souvient, en lisant dans le livre d'histoire, que depuis les années 70, lors des affaires de Kolwezi, du Katanga et autres, l'armée régulière congolaise essuyait défaite sur défaite, non pas parce qu'elle était mal formée ou incapable ou mal équipée, mais parce que les militaires de l'armée zaïroise vendaient les armes aux Coloisiens, aux Katangais. Il nous souvient que dans les années 90, ces mêmes militaires de l'armée zaïroise
vendait jusqu'aux avions, jusqu'aux chars, aux Rwandais et aux combattants de feu Kabila. Et c'est ce qui a entraîné la défaite et puis la déchéance du maréchal Mobutu. Est-ce que cette gangrène, est-ce que ce mercantilisme des militaires de l'armée de FARDC a déjà été éradiqué? Il me semble que non. Et de mon point de vue, c'est le premier combat, c'est la première tâche à laquelle devrait s'attaquer le président Tshisekedi. S'il ne le fait pas, tout le reste là ne sera que de la posture, de la vantardise. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un, l'intervenant précédent, parler de l'incurie des responsables de notre armée. Je lui rappelle que comparaison n'est pas raison. En ce sens que l'histoire du Nodo, l'armée camerounaise ne fait pas à une force d'invasion étrangère. Et lui-même, il sait combien les conflits familiaux sont de résolution très, très, très difficiles. Nos militaires, ils font face avec beaucoup d'abnégation jusqu'au sacrifice, dans le sens propitiatoire de ce mot de sacrifice. Les dirigeants n'ont rien à y voir. C'est vous, les politiques. Je vais lui dire quelque chose. En 2014, en décembre 2014, quand Boko Haram était au tête de sa puissance, Boko Haram a eu l'outrecuidance d'occuper la localité d'Achigassia, dans l'extrême nord. Or, la consigne était aucun millimètre du territoire national devait être occupé. Je crois que c'était le 28 décembre 2014. Dès que cette nouvelle est arrivée à Yaoundé, immédiatement, ordre a été donné de reprendre Achigassia avant le 31 décembre. Chose qui a été faite. Et depuis lors, Boko Haram a lourdement payé de cette outrecuidance-là. Être rentré en territoire camerounais, s'être accaparé, avoir occupé une portion du territoire national. Et si vous aviez suivi les discours de Chekao, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est un être. Pour sortir, Frédéric, pour sortir. Oui. Il ne tenait pas 2 minutes de discours sans s'en prendre au président Paul Biya. Ça partait d'Achigassia. Je crois qu'aussi les Zaïrois, les Congolais avaient appliqué la même méthode au Rwandais. Les choses n'en seraient pas là où elles en sont aujourd'hui. Merci et bonne soirée. Merci à vous, Frédéric Machoki, depuis Yaoundé. Zerfel, vous nous rejoignez également à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir bonsoir aux techniciens, bonsoir à vos invités, sans oublier la diva et puis Madone. Et moi, je ne serai pas d'accord avec mon doyen ce soir. Parce que ce que j'ai entendu, ce qu'il a dit, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pour commencer par la dernière phrase qu'il a prononcée, en disant que la ville de Goma, c'est une belle ville. Ah ben, attends, vivre dans une belle ville et puis mourir, là, ça veut dire quoi? On en parle d'un monsieur qui est là au pouvoir, qui est arrivé, ça fait 2 mandats qu'il est là présentement aujourd'hui, et les gens meurent. Vous parlez de belle ville. Mais attendez, vous-même, vous avez combattu quand les choses sont passées en Côte d'Ivoire. Tandis que le président Gbagbo, il essayait de dialoguer avec ces rebelles. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Ils ont préparé des prisons où on devait mettre tous ceux qui étaient au pouvoir, autant de président Gbagbo. Donc lui, il était là dans le dialogue avec tous ces rebelles-là. Avec ça, vous voulez que le monsieur aujourd'hui de prendre une décision adéquate pour sauver sa population, vous dites que de discuter. Oui, on peut discuter, mais il faut discuter avec des êtres humains qui peuvent comprendre pourquoi ils font ce genre de travail. Mais s'ils sont là pour les Occidentaux et les Européens,
et tuer, massacrer des Africains, moi, je ne peux pas supporter ceux qui vont parler en politique. Parce que c'est l'homme, ce sont les êtres qui meurent. Quand on voit les enfants parcourir des bagages sur la tête, avec leurs mamans, avec les filles qui dorment dans la brousse, non, qu'on arrête. Si ce monsieur-là, ce président qui est au pouvoir au Congo, là, s'il ne peut pas, qu'il se mette de l'autre côté pour que celui qui peut aider ces citoyens qui viennent les aider. Parce qu'on ne peut pas faire politique et politicienne. Parce que quand moi je vois ce monsieur-là, il n'est pas prêt pour aider ses citoyens. Ça, il faut qu'on le dise. Parce qu'en faisant sur le dernier mandat, qu'est-ce qu'il a fait, sa campagne? Quand moi je suis au pouvoir, il a fait la guerre contre le Rwanda. Ils vont faire... Attendez, on ne fait pas la guerre en théorie. La guerre, ça se prête en pratique. Donc, ce que lui l'a dit, c'est pour faire endormir les Congolais qui disaient ça. Et on parle de ça. Et vous dites que non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Non, non, je ne peux pas accepter. Non, ceux qui massacrent les populations au détriment des étrangers, moi, je ne peux pas supporter ça. Même ça, quand c'est mon père qui parle, moi, je vais lui dire que ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ceux qui meurent là, ils ne vont plus revenir. À cause de lui, pour qu'il s'asseye sur la tête de tout le monde, s'enrichit, et prendre les avions, se promener dans le monde entier, et laisser les gens mourir dans les campements, dans la broussaille. Et quand même, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça, et puis le caresser dans le sang des poils. Merci. Je m'arrête là. Parce que vraiment, je suis très, très, très révolté quand j'entends certains, certains de vos invités parler de la mort des gens. Merci. Merci à vous, Zerfel, c'est votre droit. Vous avez le droit d'avoir un avis contraire de celui des invités. Vous n'êtes pas pour les négociations. Patient Parfendom, avant de prendre un autre appelant. Une fois de plus, vraiment, Zerfel, il faut écouter les gens quand ils parlent. Je ne sais pas s'il faut qu'on commence à parler en Allemagne comme tu es en Allemagne pour que tu comprennes très bien ce qu'on dit. Mais de tout ce que tu as développé là, je ne vois pas où est-ce que nous sommes allés dans le sens de ce que tu essaies de nous reprocher. Donc il ne faut pas qu'il y ait des négociations. On ne peut pas négocier dans un tel contexte avec des interlocuteurs qui écoutent bien les gens. Quand on dit que Goma est une très belle ville, on dit d'ailleurs que d'un côté il y a des riches et des gens qui sont pauvres, qui peuvent expliquer ceci ou cela. On est dans l'analyse. Ce n'est pas qu'on justifie les morts. Au contraire, nous avons commencé notre développement en étant très en colère vis-à-vis de ces morts et en espérant qu'on n'ira pas au-delà de ce qui s'est déjà fait. Donc, il faut seulement prendre le temps de nous écouter. Parce que c'est un peu gênant tout le temps. Merci, merci. Tu interviens avec des émotions comme ça. Merci, merci à vous. Alors, nous prenons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, monsieur Ndiko. Alors, nous sommes en RDC pour la ville de Goma et en M23. Alors, je pense que c'est le gouvernement de la RDC qui se montre très lâche dans cette affaire. Comme le poisson pourrit toujours par la tête, le président Félix Tshisekedi est à chier. Il faut forcément le renvoyer. Le peuple congolais aura compris que c'est lui le malheur du Congo. C'est lui qui fait qu'on tue tout le temps des milliers d'enfants congolais qu'on tue. Le peuple compris qu'il se sera levé comme un homme pour dégager le président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut comprendre par quelle sorcellerie le Rwanda peut être en train de mener RDC comme ça? La population, la superficie du Rwanda, 26 308 km. La superficie de la RDC, ça fait tout au moins 2,345 millions de km². Vous faites le rapport, vous avez 1,2%. En termes de population, 11,09 millions d'habitants au Rwanda, on tout au moins 105 millions à RDC. Vous faites le rapport, vous avez 1,34%.
Vous comprenez alors comment la RDC peut être malmenée par le Rwanda. On appelle ça une conspiration. C'est-à-dire que les deux soldats, ils n'ont même pas tué, ils ont tué les enfants congolais. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'est pas question de négocier avec le M23. Et dans le même temps, vous ne faites rien, vous croisez les bras, vous nous dites que vous êtes là et on vient faire ça, la faute, la merde, et vous êtes gouvernant. Mais ça, on ne peut pas accepter ça. Est-ce que ça, c'est pour votre intérêt personnel et pour l'intérêt de l'Occident? Tout ce que vous avez comme richesse, ça ne peut pas profiter aux enfants et les gens meurent de faim au Congo. Vous voyez comment ça fait mal? Est-ce que le M23 peut opérer comme ça au Mali? Et le président Félix Tshisekedi, il est là, il conjugue les verbes. On va faire on attaquer. L'autre n'est pas là, on va, il aussi. Et les gens agissent. Et tu es là, on va faire si c'est envisageable, une attaque à envisageable. Ce qui est envisageable, pas envisageable. On te fait mal jusqu'à ce point-là. Et tu restes là à donner des avertissements. Et là, vous n'avez pas que c'est vraiment une inspiration pour le peuple congolais. Et c'est comme ça notre Afrique. Vous savez que ce qu'il y a au Congo, ça suffit pour être totalement livré de ces gens sauvages-là de l'Occident. Trouver quelqu'un, un Congolais du Congo pour les Congolais et pour l'Afrique. Il n'est pas bon pour le Congo. Il est dans un complot contre le peuple congolais. Je vais m'arrêter là parce que c'est en même temps. Voilà, bonne question à vous. Merci à vous, merci pour votre contribution. Nous restons au standard et nous prenons également les avis de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs sur la détérioration du climat, ou du moins du contexte sécuritaire en République démocratique du Congo, de la situation sécuritaire, si vous voulez, en République démocratique du Congo, marquée justement par la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23, soutenus selon Kinshasa par le Rwanda. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, alors, bonsoir, Guéné, bonsoir, For You Media, bonsoir à tous. Je vais me prononcer sur la situation en RDC. Moi, j'ai toujours dit ici, moi, la dernière fois même j'avais appelé, j'ai dit que Tshisekedi avait échoué. C'est M. Gaoudi depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, j'avais dit que Tshisekedi avait échoué parce qu'il ne pouvait pas libérer ce pays. Tshisekedi ne peut pas. Parce que le problème du M23, les mêmes Occidentaux, moi c'est mon analyse qui est là, les mêmes Occidentaux qui soutiennent Tshisekedi, qui lui disent, qui le font rêver, qu'ils vont l'aider à libérer la RDC, c'est les mêmes Occidentaux qui passent derrière, qui soutiennent Kagame. Kagame de son propre initiative va se lever comme ça, à agresser un pays avec des rebelles, faire même conférence de presse et se taguer d'être un guerrier. S'il le fait, c'est parce qu'il compte sur quelque chose. Mais les mêmes gens qui soutiennent Kagame, c'est les mêmes gens qui soutiennent Tshisekedi. Par conséquent, cette crise-là ne peut pas finir. C'est une crise d'exploitation. Ils veulent prendre le Nord Kivu, qui est très riche, pour piller les minéraux, le cobalt et tout ce qui est là-bas. Et faire transiter ça par le Rwanda. Donc c'est dans cette logique-là qu'ils sont. Et Tshisekedi ne peut pas, il a son deuxième mandat. Il sait très bien ce qui se passe. Moi, je vais passer par la télévision For You Media pour dire à M. Tshisekedi d'avoir le courage de démissionner, de déposer sa démission parce qu'il a échoué. C'était sa campagne. Il disait qu'il venait pour libérer la RDC. Il a tenu des discours guerriers. On a pensé qu'il était capable de faire ce qu'il disait. Zéro. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. M. Tshisekedi a échoué, il ne peut pas libérer la RDC. Si ils vont prendre goût, je vous dis que le M23 va prendre goût, ils vont vouloir avancer. Parce qu'ils ont vu une grande faiblesse. Alors j'attends pas de négociations. Est-ce que même quand il va y avoir une négociation, les rebelles du M23 vont accepter libérer les territoires qu'ils ont conquis? Est-ce qu'ils sont sûrs de ça? Ils sont sûrs que les rebelles vont vouloir libérer les territoires qu'ils ont conquis déjà actuellement, même s'il y a négociation. Il ne faut pas qu'on rêve. Il faut que l'armée, soit l'armée ou la population congolaise, comme l'a dit un interlocuteur tout à l'heure, il faut que l'armée prenne les responsabilités. Il faut un régime militaire. La RDC a besoin d'un régime militaire qui va signer de nouveaux accords, de nouveaux partenaires militaires qui vont venir les aider vraiment à se débarrasser de ces rebelles là, du M23 qui fatiguent les civils.
Parce que leur tactique politique, là, leur tactique d'exploitation qu'ils font, là, c'est les civils qui souffrent dans ça. Donc ils n'ont qu'à penser aux civils. Il faut que l'armée prenne ses responsabilités, enlève ce qui est dit au pouvoir et signe des bons accords militaires avec des partenaires fiables pour penser à ces civils qui ont leurs bagages sur leur tête et qui vont dans tous les sens. Il faut qu'à un moment donné, là, ça s'arrête. Tshisekedi a échoué 2 mandats à ne rien foutre. Comment la 8e armée en Afrique, selon le dernier classement, comment vous pouvez comprendre que la 8e armée en Afrique ne peut pas combattre une rébellion? Quand même, soyons sérieux. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un problème qui est là et c'est ce que je dis. Ils veulent exploiter le Nord là-bas. Tshisekedi le sait. Il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à avoir le courage de démissionner pour dire « Ah, vraiment, chers Africains, j'ai échoué. Ce que je suis venu faire là, je n'ai pas réussi. » Donc, voilà, un militaire peut prendre le pays et puis réorganiser les choses, signer des nouveaux accords et puis aller libérer la RDC. Merci beaucoup. Vous appelez à la démission du président Félix-Antoine Tshisekedi. Merci pour votre contribution. Un autre appelant, avant de revenir sur les appels qui se multiplient à l'international. On rappelle d'ailleurs que hier dimanche s'est tenue une réunion du Conseil de sécurité. On parle d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité où la chef de la MONUSCO a appelé à une action concertée et ce dans l'urgence. Allô, bonsoir et bienvenue. Voilà, c'est Sinari Ibrahim Ouagadougou. Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Ça va. Bon, le Congo a besoin d'un jeune militaire au pouvoir au Congo. Mais j'espère que ce n'est pas une façon pour vous d'appeler à une insurrection en République démocratique du Congo, très cher monsieur, quand vous le dites. Toute la population congolaise, l'armée, les fonctionnaires d'échanger fusil d'épaule. Tout le frontière terrestre pendant 5 ans et annuler tous les richesses là, uranium, bauxite, tout bloqué, arrêter tout. Maintenant, transformer la population congolaise, le fonctionnaire comme le militaire congolais, pour bien former au niveau militaire et le fonctionnaire congolais les pousser à aller vers l'agriculture et l'élevage pendant 5 ans et fermer frontière pendant 5 ans et reconstruire le Congo d'abord avec un niveau militaire, niveau politicien, et celui qui ne va pas changer, qui met sur le poteau pour éliminer. Et de nos risques avec le Ghana là, le Congo a besoin de ça pendant 5 ans plein avant que le Congo soit redressé. Le Congo, c'est un pays qui est pourri. Le régime est pourri, les fonctionnaires sont pourris, l'Assemblée est pourrie, l'armée est pourrie, le Congo est pourri. Il faut un régime dur qui va fermer la frontière terrestre du Congo pendant 5 ans. Et réformer l'armée congolaise, et réformer la population congolaise, et faire la relation avec les Européens, avec les Américains pendant 5 ans plein. Sinon, le Congo ne peut pas se libérer. Bonne soirée, que Dieu vous protège. Vos pistes de solutions, frontières terrestres et aériennes fermées pendant 5 ans. Merci à vous. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir à l'équipe de Foyou Média. Bonsoir à toute la galaxie panafricaine. J'appelle ce soir pour dire tout d'abord que Étienne Tshisekedi n'a pas été, il n'est pas et ne sera pas à la hauteur du problème congolais. Et je me pose un certain nombre de questions. Je me demande qui vraiment a intérêt, à qui profite vraiment la situation congolaise aujourd'hui. C'est à cette soi-disant communauté internationale dont on parle, qui est en train de jacasser et de dire qu'ils sont préoccupés par la situation. C'est eux qui tirent profit de ce qui se passe là-bas. Et c'est la raison pour laquelle je dis que Tshisekedi ne sera pas à la hauteur de ce qui se passe au Congo, parce qu'il n'est pas prêt à se tourner vers d'autres nations qui pourront l'aider réellement à faire face à la situation.
et à toute l'Afrique aujourd'hui. Je me demande, ne sommes-nous pas tous coupables de cette situation? Comment est-ce que nous restons à regarder ce qui se passe au Congo sans rien pouvoir faire? Les États, certains de nos États qui ont une certaine paix aujourd'hui, que font-ils réellement? À part parler, essayer de trouver des terrains d'entente, histoire de dialogue et tout ça là. Moi, je me demande si au sein de l'armée congolaise, il n'y a pas de patriotes. Il nous faut un patriote. Le cas congolais aujourd'hui a besoin, ne peut plus être conduit par des politiques. Les politiques qui sont le plus souvent mus par des velléités, des intérêts personnels. Nous avons besoin de patriotes militaires pour la situation congolaise aujourd'hui, pour nous faire sortir de cet engrenage. Regardez, Goma tombé aujourd'hui encore. Ce sont encore des milliers de nos sœurs, nos frères qui seront violés, trucidés. On va regarder comme s'ils ont pris la ville et que tout est OK. Tout n'est pas OK. C'est encore des tueries, c'est des violations, des viols de femmes, d'enfants. Nous sommes écœurés. Il faut que nos frères congolais de l'extérieur comme de l'intérieur, les Africains de l'intérieur comme de l'extérieur, pourquoi restons-nous à regarder? Ne sommes-nous pas tous coupables de cette situation? Je pense qu'il faut à cette situation un militaire pour pouvoir diriger le Congo. Sinon, je me demande pour combien de temps encore nous allons rester dans cette situation. Merci, M. Nguéné. Je suis écœuré. Écœuré. Il y a à peine quelques jours, un gouverneur a été assassiné. Que faisons-nous? Voilà. Merci à vous, merci pour votre contribution. Un dernier rapidement avant de revenir sur le plateau, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet de la République démocratique du Congo. Nous allons aborder l'aspect relatif justement à ces appels à l'international. Que peut la communauté internationale, que peut la SADC, que peut la CEAC, entre autres, que peut la MONUSCO, les Nations Unies, la communauté internationale, Washington, Londres, Paris, tous ceux qui condamnent aujourd'hui les actions du M23 soutenues selon Kinshasa par le Rwanda. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné, bonsoir, monsieur, et bonsoir à vos invités. Je vais être bref, sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler. Je ne comprends pas une chose, mais pourquoi on est en train de se plaindre du Rwanda, alors que d'abord, c'est le gouvernement congolais et ensuite la population congolaise qui doit prendre leur souveraineté et la sécurité de leur pays en main. Mais dans ce monde, il y a toujours des pays qui tentent à vous agresser. Prenez par exemple l'exemple du Niger. Notre président qui était corrompu, l'ancien président était venu dire que nos soldats ne sont pas aguerris. Mais non, il se trouve qu'il n'y avait pas les matières ou bien les moyens pour se défendre le pays. Mais est-ce qu'on entend maintenant des rebelles qui sont plus aguerris que nos soldats? Non, je ne pense pas. Donc, de mon point de vue, je pense que la première responsabilité, tombe dans les mains de l'État et la population. Si tous les Congolais se réunissent, combien de Congolais y a-t-il à l'étranger, en Belgique particulièrement? Si tous les Congolais se réunissent et font l'effort de trouver des moyens pour supporter le gouvernement et la population là-bas, au lieu d'assassiner, je vais dire, parce que ce n'est pas une exécution, c'est un assassinat, les jeunes qu'ils veulent tuer, les bandits qu'ils veulent tuer. Non, mettez-les dans l'armée, formez-les, et ils vont défendre leur patrie. Donc, je suis vraiment acculé pour ça. C'est ignoble, ça ne doit pas se passer. La première faute, c'est l'État. La deuxième faute, c'est la population. Au lieu de se prendre du Rwanda. C'est vrai, le Rwanda a des problèmes de la main dedans, mais la première des choses, c'est les deux individus qui sont concernés, c'est-à-dire l'État et la population. Merci beaucoup, M. Nguéné. C'est Shams de l'Angleterre. Have a great week ahead. Bye-bye. À vos chances de l'Angleterre, je vois qu'il y a un dernier qui insiste. On va le prendre, cet appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous.
bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Simon. Je suis congolais vivant au Canada. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre émission et sa qualité. Et j'aimerais remercier aussi tous les intervenants qui m'ont précédé. Mais au lieu de répéter ce que les autres ont déjà dit, j'aimerais d'abord que le monde comprenne que Tshisekedi n'a jamais été élu. Ça, c'est un. De deux, bien qu'il n'a jamais été élu, Tshisekedi a tribalisé le pays, parce que j'ai suivi certains intervenants qui soulignent le patriotisme de la population. Un peuple divisé ne peut rien. Tshisekedi a tribalisé le pays. Oui, on parle aujourd'hui de l'Est, mais ce qu'on ignore au niveau international, à l'extérieur du pays, c'est que chaque jour, par exemple, au Katanga, dans les grandes villes, Lubumbashi, Kolwezi, Goma, Kinshasa, chaque jour, on ramasse les cadavres. Mais qui sont tués par qui? Par la tribu des Tshisekedi, qui veulent imposer l'hégémonie au Congo. Comment voulez-vous qu'avec une personne comme ça, parler du patriotisme? Il n'y en a pas. C'est pour ça que vous avez vu que à l'entrée des M23 à Goma, les gens applaudissent. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre du tribalisme des Tshisekedi. Ça, il faudrait que les gens le soulignent. Sa tribu s'appelle les Kassaïens ou les Baluba. C'est un peuple sanguinaire aujourd'hui au Congo. J'aimerais que les gens soulignent ça. Et donc, Tshisekedi n'est pas dans le cœur des Congolais, sauf les Congolais de sa tribu. Donc, voilà la note que moi je voulais apporter parce que je ne l'ai pas entendue encore. Donc, oubliez de parler de... Ne comparez pas Tshisekedi à Traoré au Burkina, ne comparez pas la population congolaise aujourd'hui sous Tshisekedi à la population au Burkina. Non, la population est divisée. Les deux Kasaï d'où Tshisekedi est originaire sont en exode. Ils font l'exode des deux Kasaï au Katanga. Pour quel but? Juste mater les autres peuples, les tuer. Et je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il va falloir que le M23 fasse vite pour occuper tous les territoires pour sauver certaines vies. Merci beaucoup de votre écoute et puis je vous remercie encore de votre professionnalisme. Merci. Monsieur Sambo, merci à vous pour... je pense qu'on a finalement eu raison de prendre le dernier appelant, patient Parfendum, Simon depuis le Canada, les révélations, entendre un Congolais dire qu'il faudrait que le M23 accélère le mouvement et prenne le contrôle de toutes les localités pour libérer la République démocratique du Congo. On a presque envie, on n'a pas presque envie, on vous donne entièrement raison, messieurs, que ce soit vous sur le plateau, patient Parfendum, ou encore que ce soit Sylvain Bogo de l'autre. On a pratiquement envie de dire que c'est finalement un problème congolo-congolais. Passez-moi l'expression, patient Parfendum. Mais vous savez, moi, je suis d'accord avec, je crois, M. Massoki qui a appelé tout à l'heure en disant que comparaison n'est pas raison. Oui. Il a tout à fait raison. Quand vous êtes face à des problèmes comme ceux qui se posent au Congo, il faut toujours faire l'analyse concrète de la réalité concrète. Ne prenez pas vos problèmes que vous avez vécu chez vous, dans votre maison, et vous voulez les transposer forcément partout dans toutes les autres maisons. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Je comprends mes frères ivoiriens, je comprends mes frères de Sahel et ceux de l'AIS. Mais le problème du Congo, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Depuis l'indépendance du Congo, la question que ce monsieur vient de soulever là a été instrumentalisée
justement par le colonisateur. Même le Rwanda, le génocide rwandais, il est dû au fait de l'instrumentalisation, n'est-ce pas, de ce que j'appelle des différences ethniques qui ont conduit au Bahutu et au Batutsi de s'entretuer à ce niveau avec justement le carburant qui était les armes que les Occidentaux déversaient là-bas. Quand vous ne comprenez pas ça, vous commencez à dire n'importe quoi. Il y a des quand les gens disent il faut que ce que dit monte une armée et qui massacre tout ça, vous voyez les populations de Goma qui applaudissent l'entrée de M23. Ça vous dit rien? Mais ça doit quand même vous interroger un peu. Mais ça signifie quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Au lieu de vous reprendre dans... Je n'ai pas voulu aller très loin tout à l'heure. Je vous dis que ce soit au centre du Congo, la Bandundu, il y a des problèmes. Le Kamana Sapou, il y a des problèmes. Le Maï Maï, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout au Congo. Et le problème central du Congo, c'est la question de redistribution des richesses du Congo par les Congolais eux-mêmes d'abord. Bon, maintenant, la question, les gens me disent, on n'a pas besoin de dialogue. On n'a pas besoin de dialoguer avec le M23. On me dit à qui profite le crime? Évidemment qu'aux Occidentaux. Mais quand nous on a compris que c'est aux Occidentaux que profite ce crime-là, cette tendance à tout faire pour, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour nous mélanger. Nous, on ne peut pas réfléchir pour sortir de ce piège-là par le biais d'une négociation. J'avais fait une proposition aussi un jour. J'ai dit pourquoi on ne crée pas, in fine, au bout du process, quelque chose qui va participer à l'exploitation commune de toutes ces richesses qui sont dans ces régions-là et un développement endogène de ces régions qui risque d'être même, c'est-à-dire le fleuron, ou bien l'étoile même, n'est-ce pas, de Black Star de l'Afrique dans ces régions, parce qu'elle est extrêmement riche. Si vous déclenchez une guerre là, contre le Rwanda, comme je vois les gens le dire là, cette guerre-là, la Tanzanie va rentrer dedans. L'Ouganda va rentrer dedans. La région des Grands Lacs, elle va s'embraser totalement. L'Ouganda, le Burundi, tous ces pays seront concernés de très près. C'est ce que nous voulons. Moi, je dis, je ne peux pas me payer le luxe d'aller encore dans une guerre aussi fratricide parce qu'elle va concerner les États. C'est pour cela que j'en appelle aux autorités congolaises de faire preuve de beaucoup de tact et de retenue. Il y a ce proverbe qu'on prend souvent, mais qui a été galvaudé aussi au Cameroun. Quand vous êtes en difficulté, il faut vous accrocher à tout. Ce qui est important, c'est de préserver les vies humaines. Il faut tout faire pour préserver les vies humaines. Voilà. Pour l'instant, l'entrée de M23 dans Goma n'a pas fait pour l'instant. On n'a pas encore vu des cas de pillage, d'assassinat de masse comme on a vu avec la poussée des rebelles ivoiriens quand ils descendaient du nord vers le sud. Pour l'instant, nous ne le voyons pas encore. Donc, je pense sincèrement que nous devons nous retenir, faire preuve d'intelligence et comprendre que les autres veulent profiter de nos divergences et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce piège? Pour moi, la seule et unique solution, c'est le dialogue et c'est la négociation. Voilà. Il faut dialoguer, il faut négocier. Le M23, quel est votre problème? Qu'est-ce que vous voulez? Posez vos problèmes sur la table et ensemble, on essaie de voir comment on peut les résoudre. Le M23, c'est aussi les Africains. Ces gens-là, ces gens en armes-là, c'est aussi les Africains, ce ne sont pas les étrangers de l'Afrique. Dire que la seule solution, c'est d'aller dans une confrontation armée pour les éradiquer totalement comme on le fait à Gaza, je dis bravo, mais moi je ne peux pas souscrire à un tel projet parce que je sais que le fond du problème, la lame de fond qui surgit comme la partie visible de l'iceberg qu'on voit avec ces affrontements, c'est la question centrale de comment faire pour redistribuer, n'est-ce pas, les richesses nationales du Congo, où une certaine élite, elle peut être tribale, elle peut être comment dire ça, de plusieurs ethnies, a décidé de faire même base sur le Congo, et on agite l'Occident, alors qu'à l'intérieur même du Congo, il y a des gens qui ne se soucient pas de la vie des Congolais. Je dis aux uns aux autres qui appellent, le billet d'avion peut-être qui coûte cher, vous êtes en Occident, vous pouvez faire des économies, allez faire un tour au niveau de Kinshasa et revenir sur ce plateau, on va en discuter. Moi j'ai fait un tour là-bas à Kinshasa et j'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Et je continue de dire, c'est la plus grande capitale bantou du monde. Elle est de l'ordre entre 10 et 20 millions d'habitants, ce n'est pas un jeu. Mais Kinshasa, lui, tout seul, est un cocktail qui vous révèle
le drame que vivent les Congolais aujourd'hui. Et pour cela, effectivement, la question du leadership à la tête de l'État congolais se pose. Une fois de plus, j'espère que les voix qui comptent en Afrique seront retenues les uns les autres pour que, de nouveau, on ramène tout le monde à la table de négociation pour mettre fin à ce que nous redoutons au niveau du Congo. Voilà. Une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue ce dimanche à New York, marquant justement une étape clé dans la réponse internationale à l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de cette réunion, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, a présenté des propositions pour renforcer justement les initiatives diplomatiques et humanitaires. Dans son intervention, Bintou Keïta a plaidé pour la tenue d'un sommet quadripartite réunissant la SADC. Entre autres, il y a également l'organisation, du moins la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il y a la CEAC, entre autres. Sylvain de Bogou, quel peut être justement l'apport de cette réunion, du moins de ce sommet quadripartite proposée, ou du moins cette initiative proposée justement par la chef de la MONUSCO, à côté justement de ce que Patient Parfendom, ou du moins du dialogue que préconise aujourd'hui Patient Parfendom, peut-il être d'un apport certain dans la résolution de cette crise pour sortir de l'émission? Nous avons toujours suivi Bintou Keïta dans cette démarche, et ce qui nous surprend très souvent, c'est que Bintou Keïta ne prend pas en compte le côté sécuritaire. Ça, à ce niveau, nous sommes vraiment divisés et nous n'allons pas dans le même sens que le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Mais nous avons vu les moyens qui ont été mis à la disposition de l'Ukraine. En moins d'un mois, toutes les aides apportées à l'Ukraine dépassent les aides dans toute une autre guerre en Afrique. Il y a combien de temps, combien d'années que les forces onusiennes ont passé au Congo? Donc, il faut réellement aller sécuriser cette zone à côté de ces conférences, de ces rencontres dont parle la diplomate Bintou Keïta. Nous pensons que le Conseil de sécurité a pouvoir envoyer des militaires dans cette zone pour sécuriser d'abord cette zone, pour arrêter tout ce qui est en train de se passer, toutes les violations des droits de l'homme, tous les abus qui sont en train de se passer au Congo. C'est ce que nous voulons, nous demandons à Bintou Keïta. Les conférences, oui, pour se réunir, on peut se réunir. Combien de temps cela prend? Mais aujourd'hui, je parle de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants au Congo qui sont en train de parcourir dans la région de Goma des milliers de kilomètres à pied pour survivre. Qu'est-ce que ces réunions ont à voir à côté de cela? Il faut aller sécuriser ce qui se passe d'abord. Parce que Goma est carrément la route de sortie des richesses congolaises qui reviennent en Occident. Et pour cela, on ne veut pas arrêter vraiment cette, je dirais, voilà, cette diarrhée. Ils ne veulent pas l'arrêter. C'est la route du commerce, c'est la route du vol des richesses du Congo. Donc, dans les propositions de Bintou Keïta, ou bien à côté de ces propositions, nous ajoutons que l'ONU envoie, le Conseil de sécurité décide maintenant pour envoyer des militaires pour sécuriser cette zone. S'ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de dire, s'ils sont sérieux dans leurs propositions, voilà une autre proposition que nous faisons à ces gens qui se sont autoproclamés, en tout cas la communauté internationale, parce qu'ils possèdent la bombe atomique, alors que pour faire leur bombe atomique, il faut aller au Congo pour chercher l'uranium, il faut aller au Mali, au Niger. Donc, il faut qu'ils sécurisent cette zone-là. Quand elle ne sera pas sécurisée, tous les discours, toutes les conférences qu'ils vont organiser, que ce soit au Congo et partout, toutes ces rencontres-là vont accoucher d'une souris.
On a vu combien de fois, il y a de cela quelques années, la France et ses acolytes ont organisé au Congo cette rencontre de la francophonie. Mais après avoir embelli la rue principale, qu'est-ce qui reste de cette rue? Qu'est-ce que les Congolais ont eu de cette rencontre? C'est la même chose. C'est la répétition négative que nous ne voulons pas. Nous sommes pour le dialogue, mais il faut sécuriser cette zone-là. Il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter les abus qui se passent au Congo. Tant qu'on n'arrêtera pas cela, tant que ces pays ne joueront pas franc jeu au nom de leurs intérêts, le Congo sera toujours, en tout cas, le lieu des massacres des humains, des Africains, et nous allons assister de façon impuissante et on va rester toujours dans les discussions. Nous disons à Bintou Keïta, oui, il faut des conférences, oui, il faut des rencontres, mais il faut envoyer des militaires. Parce que dans la zone, dans la limite, ou bien en Ukraine, ils n'ont pas passé plus d'une semaine pour envoyer toute l'armada qu'ils ont envoyée là-bas pour combattre, tous les moyens qu'ils ont donnés à Zelensky pour combattre. Est-ce que la vie humaine aujourd'hui, par rapport à leur agissement, ils nous démontrent que la vie humaine, elle tient compte de la couleur de la peau. Il faut dire cela à ces Occidentaux. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, on prend des jours, des mois et des années pour résoudre, ou bien faire semblant de résoudre un problème. Mais lorsqu'il s'agit des Occidentaux, on ne pense pas deux fois. Le même jour, il y a une réunion d'urgence pour régler ce problème. On a vu comment en Ukraine, ils se sont mobilisés. Tous les pays se sont mobilisés. Pourquoi pour l'Afrique? Pourquoi pour le Congo, on ne se mobilise pas et on nous parle de conférence en conférence, de rencontre en rencontre? Il faut arrêter la saignée. C'est ce qu'il faut d'abord avant de nous parler de conférence. Je vous remercie. Puis Londres, patient Pafendom, en une minute pour sortir de l'émission. D'abord, vous dites tout simplement que de toute façon, il ne faut pas compter sur la communauté internationale. En Ukraine, la prétendue communauté internationale autoproclamée s'est impliquée à la hauteur où elle s'est impliquée parce qu'elle avait des raisons, n'est-ce pas, de s'impliquer pour ses propres intérêts. Il faut infliger une défaite soi-disant stratégique à la Russie pour imposer le monde unipolaire. Au niveau du Congo, ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle déjà qu'il y a des troupes étrangères, des pays riverains qui ont été au Congo. Les Angolais ont été au Congo. La force de l'EAC, la SADC a été déployée, la force de la SADC également. Même les Tanzaniens, même des Zimbabwéens, tout ce monde a été au Congo à un moment donné. Mais ils sont partis du Congo souvent avec des problèmes. On dit, certaines armées étaient même venues pour piller encore davantage le Congo. On a même indexé certains pays comme le Kenya. Vous vous souvenez de faire la part belle par rapport à tout. Donc, la question, c'est de savoir que voici où se trouve le piège. Comment nous allons résoudre ce problème, même si on perd un peu de notre superbe, mais quand même, on préserve l'essentiel, justement, comme le dit Sébastien de Bogou, les vies humaines. Et par rapport à ça, la politique, c'est là du possible. Il ne faut pas seulement être dans l'émotion en disant « il faut ». Aujourd'hui, la réalité est là. Elle est implacable, elle peut ne pas nous plaire, mais il faut trouver des solutions diplomatiques pour les résoudre. Je me souviens, et là, pour sortir. Le Cameroun, dans la guerre, on oublie que le Cameroun a une période de conflit avec le Nigeria, dans la péninsule de Bakassi. Ça s'est terminé par quoi? Par le dialogue et la négociation. Même quand la CIG avait tranché en la faveur du Cameroun, et que les élites nigériennes continuaient de respecter, n'est-ce pas, et de grommeler ce de Karpazan de Wole Soyinka, qui n'acceptait pas la décision de cette cour-là, le Cameroun et sa diplomatie, le président Biya, ont quand même accepté d'aller encore en Écosse pour signer les accords de Braintree, qui ont consacré, n'est-ce pas, la paix totale entre ces deux pays sur cette question de cette péninsule-là. Mais je peux vous dire que
Si on voulait être comme tout le monde, on aurait dû dire la CIG a tranché et c'est fini, on n'a plus à discuter quoi que ce soit avec vous. Mais malgré cela, le Cameroun a quand même continué de négocier pour arriver à cette paix relative au niveau de la presqu'île de Bakassi, malgré que quand on voit quand même sur le terrain, il y a beaucoup à redire. Mais c'est ça, parce que ce qui est important, c'est de préserver les vies humaines, surtout les vies africaines aujourd'hui. Voilà. Et dans son ouvrage pour la Révolution africaine de 1961, Frantz Fanon disait « Gardons-nous de ne jamais l'oublier, c'est notre sort à tous qui se joue au Congo ». C'est sur cette pensée d'ailleurs que nous allons nous séparer ce soir. Merci à tous.